5e séance dédiée à l'Empire romain, à la Pax Romana dont nous venons de parler, à la romanisation et au début du christianisme. Et après avoir évoqué la Pax Romana établie par les légions romaines à coups de glaive, eh bien, nous allons passer à un aspect beaucoup plus pacifique des choses qui consiste en la romanisation de l'Empire romain. Et je vous propose de découvrir en quoi consiste la romanisation de l'Empire, plus exactement d'ailleurs de ses habitants, à travers une étude de cas, un exemple historique, celui de Némosus, autrement dit la ville française de Nîmes, qui va nous permettre, c'est une belle étude de cas, hein, je vous ai encore gâté, qui va nous permettre de nous demander comment le mode de vie et la culture des Romains se diffuse-t-il parmi les provinces et les populations de l'Empire. Alors pour bien entrer dans le sujet, je vous invite à découvrir une vidéo de YouTube qui nous propose tout simplement une promenade dans la Némosus, c'est-à-dire dans la Nîmes, la ville de Nîmes du IIe siècle après Jésus-Christ, littéralement comme si on y était. C'est une balade qui dure une petite dizaine de minutes. Et vous trouverez le lien pour accéder à la vidéo dans la description de ma présente vidéo. Bonne promenade. Alors rappelle-toi, en histoire comme en géographie, on situe dans l'espace. Hein, on se demande toujours où ça se trouve, où c'est. Donc là, en l'occurrence, la question c'est où se trouve, où se situe dans l'espace, en particulier dans l'espace de l'Empire romain, la cité de Némosus. Eh bien, si on regarde à l'échelle du bassin méditerranéen, et donc à l'échelle de l'Empire romain, qui, je te le rappelle, est à cheval sur 3 continents, eh bien, comme tu peux le voir, Némosus se trouve dans la Gaule romaine, et comme il existe plusieurs Gaules romaines, hein, puisqu'il en existe 3, la Gaule lyonnaise, la Gaule belgique et la Gaule narbonnaise, on voit que Némosus se situe en Gaule narbonnaise, c'est-à-dire dans le sud de la France actuelle, c'est-à-dire à l'ouest de l'Italie actuelle, au nord-ouest de Rome. Et dans un territoire, parce qu'il y a aussi une dimension historique, hein, forcément, puisqu'on est dans une séance d'histoire, donc il faut situer dans le temps, dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et donc, on voit que Némosus se trouve à l'intérieur d'une région devenue province romaine, avant même l'Empire, c'est-à-dire à la fin de la République, hein, puisque, rappelle-toi, les Gaules ont été conquises par Jules César. Donc, si on change d'échelle, si on zoome un peu, on voit bien effectivement le territoire des Gaules. D'ailleurs, j'en ai oublié une tout à l'heure, j'ai oublié la Gaule aquitaine, hein, en plus de la Gaule belgique, de la Gaule lyonnaise et de la Gaule narbonnaise. Et là, on aperçoit que Nîmes est bien effectivement située à l'intérieur de la Gaule narbonnaise, qui tire son nom d'ailleurs de la cité de Narbonne qui se trouve un peu au sud de Nîmes. On voit globalement que Nîmes se trouve quelque part au milieu entre Narbonne et Aix-Marseille, que Nîmes se situe le long d'une grande voie pavée romaine qui va de l'Espagne jusqu'à l'Italie.
qui va grosso modo de Narbonne jusqu'à Rome. Donc on voit que Nîmes est situé d'une manière très très centrale finalement. Et on aperçoit d'ailleurs un petit pictogramme à proximité de Nîmes qui est l'aqueduc du pont du Gard, dont j'aurai l'occasion de reparler bientôt. Donc on voit que Nîmes est raccordé directement à cette grande autoroute pavée romaine qui est la voie domitienne qui conduit à Rome. Donc c'est pas perdu au fin fond de l'Empire romain, bien au contraire. Alors si on continue à zoomer sur la carte, si on change donc à nouveau d'échelle géographique, eh bien on a maintenant un plan, c'est plus une carte mais un plan de la ville de Némosus, la ville de Nîmes, et on voit que cette ville, que cette cité plus exactement de Némosus, eh ben, elle est construite comme les autres, c'est-à-dire une ville séparée de ses campagnes environnantes par une grande muraille protectrice. C'est la définition même de la cité. C'était le cas à Our ou à Athènes, c'est donc le cas à Némosus. On voit aussi que cette ville a été tracée selon un plan géométrique, alors évidemment en tenant compte du relief. Donc on n'a pas un carré parfait, c'est sûr, mais on voit qu'on aperçoit bien les deux grands axes majeurs, l'axe nord-sud qu'on appelle le Cardo et l'axe est-ouest ou ouest-est qu'on appelle le Decumanus, qui se croisent à angle droit à hauteur de ce qui devient la place centrale, c'est-à-dire le forum, là où on va trouver comme à Rome les tribunaux, les temples, les basiliques, c'est-à-dire les galeries commerciales de l'époque. Et on devine donc qu'il existe, même si on ne le voit pas sur le plan, qu'il existe un quadrillage en damier, un peu comme un jeu d'échecs ou de dames, et ça c'est caractéristique des cités romaines. On voit aussi que il y a une rivière qui coule à la fois à côté et dans Nîmes qui va apporter de l'eau, mais les besoins en eau en réalité ne vont pas être couverts par la petite rivière du Cadero, mais vont en réalité être couverts par le fameux aqueduc du pont du Gard, dont je vous ai dit que je vous reparlerai bientôt. On voit aussi sur ce plan qu'il existe des monuments qui évoquent la civilisation aussi bien grecque que romaine, puisqu'on aperçoit un bâtiment en forme de demi-cercle au nord du Decumanus, c'est le théâtre. On aperçoit aussi au moins un temple, c'est le temple de Diane, mais il y a aussi la maison carrée au niveau du forum qui est aussi un temple. Et on aperçoit également un hippodrome, un cirque, collé, comme à Rome d'ailleurs, pratiquement au rempart, un peu à l'extérieur. Et puis on aperçoit aussi comme à Rome ce bâtiment de forme circulaire, un ovale, pour être plus précis, un double théâtre, c'est-à-dire un amphithéâtre. Il y a une sorte de Colisée à Nîmes, qui n'est pas à Némosus, qui n'est évidemment pas aussi majestueux que le Colisée de Rome, mais qui lui ressemble quand même. Donc on vient de voir que cette cité de Némosus, qui porte d'ailleurs un nom romain, ressemble assez furieusement à une cité romaine. Serait-il fou d'imaginer que ce sont des Romains qui sont aux origines de la fondation de Némosus? Eh bien pas du tout, c'est effectivement l'explication. Et comme nous l'expliquait déjà Astérix et le cadeau de César, c'est une des premières aventures, et à mon avis c'est une des meilleures, si vous avez l'occasion de la lire, cette bande dessinée, vous passerez un bon moment. Eh bien, Jules César, pour se venger d'un légionnaire qui lui a manqué de respect, lui offre un cadeau, mais un cadeau empoisonné, c'est-à-dire qu'il lui offre un lot de terre
qui est sa récompense pour avoir servi pendant plusieurs années dans la Légion. Et ce lot de terre, à lui de le faire fructifier, de le cultiver, c'est son salaire, sa récompense, sauf que le cadeau est empoisonné, comme je le disais, parce que en réalité, c'est le fameux village d'Astérix, ce village qui résiste aux Romains. Et en fait, cette anecdote donc tirée du cadeau de César d'Astérix reprend une réalité, une vérité historique, à savoir qu'effectivement, on remerciait les vétérans, c'est-à-dire les soldats trop âgés, les soldats expérimentés qui partaient à la retraite, ceux qui avaient survécu à la guerre, on leur offrait un territoire, une terre, conquise évidemment cette terre sur un peuple adversaire de Rome, et c'est ainsi qu'est né Némosus, puisque au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ, Nîmes devient colonie de droit latin et se couvre de somptueux monuments. Et ce qui va aussi le prouver, c'est la fameuse monnaie frappée à Nîmes, frappée c'est-à-dire fabriquée dans un atelier à Nîmes, qui célèbre une victoire en Égypte de légionnaires ayant obtenu des terres de la colonie nîmoise en 31 avant Jésus-Christ. Octave a défait, Octave, c'est-à-dire le futur Auguste, a défait, c'est-à-dire a vaincu à Actium, à l'ouest de la Grèce, la flotte d'Antoine et de Cléopâtre, et s'assure la mainmise sur l'Empire. Autrement dit, c'est la victoire militaire d'Actium qui permet à Octave de se proclamer empereur, enfin Auguste, donc empereur, et pour remercier ses soldats, il leur a offert à un certain nombre d'entre eux des terres dans ce qui deviendra Némosus. Et comme ces soldats avaient combattu en Afrique, et notamment en Égypte, eh bien, les pièces de monnaie qu'on appelle des as, c'est-à-dire c'est la monnaie, celle qui a le moins de valeur, hein, ça correspondrait à quelques centimes d'euros, eh bien, cette pièce de monnaie représente un crocodile enchaîné. Le crocodile enchaîné, c'est l'Égypte. Le palmier rappelle l'Afrique. Et donc, on aperçoit sur l'avers de la pièce, c'est-à-dire sur le côté face, on aperçoit le portrait d'Octave devenu l'empereur Auguste. Et alors, ce qui est assez drôle, finalement, c'est que Némosus, la ville, a été fondée en même temps que l'empire d'Auguste, et que indirectement il y a un lien entre les deux événements. Je vous invite à prendre connaissance de la première partie de la trace écrite, la leçon consacrée à la romanisation de l'Empire à travers l'exemple de Némosus, c'est-à-dire la ville de Nîmes. C'est-à-dire qu'à Némosus, cela fait bien longtemps que l'on ne considère plus les Romains comme des envahisseurs, et donc comme des ennemis, mais finalement, on considère que l'invasion a été une bonne chose, puisqu'elle a permis à Némosus de naître, de se développer, et les habitants de Némosus sont fiers d'être des citoyens, enfin pas des citoyens, mais des habitants pérégrins de l'Empire romain, c'est-à-dire des étrangers, des Gaulois, mais intégrés à l'Empire romain et qui finalement, même s'ils ont été intégrés de force, en sont fiers. Comme aujourd'hui d'ailleurs la ville de Nîmes est fière de ses origines nîmoises, puisque vous voyez que l'on célèbre, il y a un spectacle qui est projeté pour les touristes, à la Maison Carrée de Nîmes, et la Maison Carrée de Nîmes, c'est ce bâtiment qui n'est d'ailleurs pas carré, mais on l'appelle quand même la Maison Carrée, allez savoir pourquoi, qui n'est autre que le temple du Forum de la ville, que nous avons aperçu tout à l'heure sur le plan de Nîmes, de Némosus, qui a été construit entre 10 avant Jésus-Christ et l'an 4, donc sous le règne d'Auguste, au début de l'Empire, donc entre les années négatives et les années positives, donc ça veut dire que le Christ il est né au moment du chantier de la Maison Carrée.
Donc cette maison carrée qui mesure presque 14 mètres de large sur plus de 26 mètres de long, eh bien, est copiée sur le temple dédié à Apollon, dieu grec certes, mais sur le champ de Mars à Rome. C'est-à-dire que les habitants de Némosus ne copient pas Rome uniquement dans leurs vêtements ou dans leurs aliments, dans leurs loisirs, mais aussi jusque dans leur temple et leur architecture. Alors, je vous ai dégoté une photographie qui vous montre bien, là encore, j'allais dire, la sophistication du décor, hein, avec une voûte, un plafond en caisson. Tout ça, c'est très décoré, c'est très raffiné. Les habitants de Némosus sont fiers d'être romains parce que justement ils ont bien compris que dans la vision romaine, soit on est romain, soit on est barbare. Et visiblement il n'y a aucune fierté à être un barbare. On est au contraire fier d'avoir des bâtiments si richement décorés, si élégants. Hein, avec les colonnes cannelées, c'est-à-dire même les colonnes sont sculptées, les chapiteaux qui rappellent le corinthien, même si c'est pas tout à fait un corinthien pur, peu importe. Donc, et sur le frontispice, c'est-à-dire sur la frise à l'entrée du temple, était inscrit en lettres de bronze, mais elles ont disparu, une dédicace dédiée aux héritiers d'Auguste, c'est-à-dire Caius et Lucius Caesar, parce que ce temple en fait est donc bien dédié à un dieu, mais je ne vous ai pas encore précisé lequel, et c'est pas n'importe quel dieu, c'est Auguste lui-même, c'est-à-dire que ce temple de la maison carrée de Nîmes est dédié au culte impérial, c'est-à-dire que Auguste a été sanctuarisé déjà de son vivant. Auguste est considéré comme un dieu vivant et après sa mort, ça ne change rien. Il reste un dieu et on lui rend hommage. On lui rend hommage dans son temple de la maison carrée de Némosus. Après tout, les Romains avaient bien copié les Grecs, hein, parce que ce temple de la maison carrée de Nîmes doit quand même bien vous rappeler, je l'espère, un autre temple célèbre, c'est-à-dire celui du Parthénon sur la colline de l'Acropole à Athènes. Et donc si les Grecs ont été copiés par les Romains, pourquoi les Romains ne seraient-ils pas copiés à leur tour par les romanisés de Némosus ? Et donc ce temple est bâti effectivement sur le modèle grec ou romain, hein, avec une sorte de marchepied, un haut podium qui donne une position dominante sur son environnement, c'est-à-dire que le temple il est surélevé par rapport à la place du forum. Donc l'accès à la pièce unique, la cella, se fait là où la maison du dieu ou de la déesse, hein, se fait par un escalier de 15 marches. Cet accès était réservé, comme d'habitude, aux prêtres. Hein, c'était déjà le cas pour les ziggourats de la Mésopotamie, de toute façon. La cella a donc pour fonction d'abriter la statue du ou des dieux honorés. Et les cérémonies se déroulaient autour d'un autel placé devant l'entrée, là où on faisait les sacrifices, ce qui explique pourquoi, effectivement, il y a cette colonnade très imposante qui permet d'être protégée et du soleil et de la pluie et qui permettait donc de brûler la viande offerte en sacrifice aux dieux sur le devant du temple. Deuxième vidéo de cette séance, vidéo consacrée donc au pont du Gard, puisque c'est ainsi qu'on appelle cet aqueduc romain qui est le mieux conservé de tous les aqueducs que les Romains ont construits dans l'Antiquité. Et donc là, c'est une vidéo très dynamique, tirée de l'émission Le Monument préféré des Français, et qui vous propose là aussi une balade, une découverte très intéressante du monument,
en à peine 6 minutes, un peu plus, et vous trouverez là encore le lien dans la description de la présente vidéo. Bonne visite. Troisième vidéo, et oui, c'est quasiment un record hein, pour cette séance. Une autre vidéo tirée d'ailleurs de la même émission, de la même année du reste, concernant le monument préféré des Français, puisqu'il s'agit cette fois-ci des arènes de Nîmes qui ont un faux air du Colisée de Rome, et c'est un petit peu normal, comme vous allez le découvrir dans cette nouvelle vidéo, ce clip vidéo qui dure là encore à peu près 6 minutes et dont vous trouverez à nouveau le lien dans la description de la présente vidéo. Là encore, je vous souhaite une bonne découverte du lieu. Alors, on arrive à l'exercice du jour, et l'exercice du jour, c'est finalement d'associer les caractéristiques qui sont dans les cases à chacun des 3 monuments emblématiques de Némosus, mais surtout emblématiques de la romanisation de Némosus, c'est-à-dire de l'adoption du mode de vie, des croyances religieuses, des goûts alimentaires, des loisirs, du confort, de la culture et de l'Empire romain. Donc les 3 monuments sont le pont du Gard, celui qu'on vient de voir là, en dernier, la maison carrée qu'on a vu en tout premier, et enfin les arènes de Nîmes, c'est-à-dire l'amphithéâtre. Alors, on arrive à l'exercice du jour, et l'exercice du jour, c'est finalement d'associer les caractéristiques qui sont dans les cases à chacun des 3 monuments emblématiques de Némosus, mais surtout emblématiques de la romanisation de Némosus, c'est-à-dire de l'adoption du mode de vie, des croyances religieuses, des goûts alimentaires, des loisirs, du confort, de la culture et de l'Empire romain. Donc les 3 monuments sont le pont du Gard, celui qu'on vient de voir là, en dernier, la maison carrée qu'on a vu en tout premier, et enfin les arènes de Nîmes, c'est-à-dire l'amphithéâtre. Voilà, sauf erreur toujours possible de ma part, parce que c'est vite fait de prendre un cadre qui n'est pas de la bonne couleur. Voilà le corrigé de ces 3 monuments emblématiques de Némosus et de la romanisation. Alors, Némosus a été fondé par des vétérans de la Légion romaine. Mais dans ce monde d'hommes, il est temps d'apporter une petite touche féminine. En l'occurrence, Licinia Flavilla, une Nîmoise de haut rang. Une Nîmoise de haut rang, c'est-à-dire une Nîmoise appartenant à la classe supérieure, c'est-à-dire une noble, c'est-à-dire une femme d'une famille très riche. Et ce qui est intéressant avec Licinia Flavilla, dont nous possédons ce portrait de pierre, si je puis dire, puisque c'est une sculpture sur son sarcophage, sur sa pierre tombale, la représentant, eh bien on voit que Licinia Flavilla est romanisée. Alors ça veut dire quoi est romanisée? Eh bien ça veut dire qu'elle, qui est d'origine gauloise, comme sa famille, a décidé de se vêtir, de s'habiller à la romaine, de se coiffer même à la romaine, puisque les nattes et les boucles, les nattes sont postiches, c'est-à-dire qu'elles sont fausses, ce sont des faux cheveux. Quant aux boucles superposées, alors là, ce sont peut-être ses vrais cheveux, c'est peut-être pas une perruque, mais les boucles superposées le sont en nid d'abeille. Et cette coiffure en nid d'abeille, qui n'est pas la coiffure de tout le monde à l'époque, c'est la coiffure lancée selon la mode romaine par les femmes des riches familles de Rome à l'époque. C'est-à-dire que cette Licinia Flavilla est fière d'appartenir au monde romain
a adopté les us et coutumes, le mode de vie des Romains. Elle se considère comme une Romaine. Elle imite du mieux qu'elle le peut les femmes de Rome, de la classe supérieure de Rome. Eh bien, c'est ça la romanisation, tout simplement. C'est le fait d'adopter une identité, comment dirais-je, un mode de vie qui est celui de Rome, et d'en être fier. Ah, les arènes de Nîmes dans lesquelles se déroulent ces spectacles aujourd'hui très très controversés, soit on est pour, soit on est contre, c'est-à-dire les corridas, hein, les combats de taureaux. Eh bien, dans l'Antiquité, on pouvait effectivement, dans l'amphithéâtre romain de Nîmes, on pouvait effectivement voir se combattre des humains contre d'autres humains, hein, les combats de gladiateurs, des humains contre des bêtes sauvages, hein, effectivement, des lions, pourquoi pas, si on en avait les moyens, pourquoi pas des taureaux, après tout, parce que les arènes de Nîmes, c'est un amphithéâtre romain, c'est un modèle réduit, et un modèle réduit, pas si réduit que ça d'ailleurs, hein, avec des dimensions très importantes, c'est une réplique du Colisée de Rome. Et c'est un des lieux de loisirs préférés, c'est le lieu de loisirs préféré probablement des habitants de Nemosus, qui ont adopté les mêmes loisirs et donc les mêmes spectacles sanglants que les habitants de Rome à la même époque. Et comme on aime bien son confort, et bien comme au Colisée, eh bien, on se protège du soleil, hein, ou de la pluie exceptionnellement, avec les vélum, hein, cette toile tendue qui sert un peu de plafond, comme au Colisée. Et j'ai oublié de préciser que ces arènes de Nîmes, cet amphithéâtre, a été construit vers la fin du 1er siècle, hein, puisque la construction a débuté vers 90 après Jésus-Christ. Alors rappelez-vous, les historiens ne sont pas tous d'accord entre eux, entre 50 000 jusqu'à 80 000 spectateurs pour le Colisée de Rome, pour l'amphithéâtre Flavien. À Nîmes, c'est un petit peu plus modeste, mais quand même, ça en dit long sur l'importance de Nemosus, puisque la cavoea, hein, c'est-à-dire les gradins entourant la piste, pouvaient accueillir jusqu'à 24 000 spectateurs, ce qui est énorme. Et alors, ce qui est un peu peut-être la déception des arènes de Nîmes, c'est que ce monument, finalement, est assez peu décoré. Alors peut-être qu'une partie de la décoration a disparu, c'est possible, parce qu'on ne connaît de cet amphithéâtre, qui existe donc toujours, hein, puisqu'encore une fois, il sert encore aujourd'hui aux corridas, et bien, ou au spectacle d'ailleurs, des concerts hein, peuvent s'y dérouler. Eh bien, on ne connaît que 3 éléments décoratifs, mais qui sont très très parlants là encore, puisque on trouve, alors même s'il lui manque la tête, la pauvre, on trouve une louve allaitant les jumeaux, et donc là aussi, ça prouve bien la romanisation des habitants, qui se considèrent, bien qu'ils n'aient pas le statut de citoyen romain à l'époque, ils se considèrent finalement comme des cousins des Romains, puisque eux aussi célèbrent les légendes fondatrices de Romulus et Rémus. On trouve aussi des taureaux, deux bustes de taureaux. Il faut avoir un peu d'imagination pour les identifier sur la droite, donc qui rappellent les combats de bêtes sauvages, enfin de taureaux, taureaux plutôt dans l'amphithéâtre, et on trouve aussi des silhouettes sur la gauche de gladiateurs. Les mêmes loisirs sanglants que les mêmes spectacles qu'à Rome. Et alors, pour finir, le pont du Gard, dont je vous avais dit qu'on parlerait, eh ben, c'est pas vraiment un pont. Enfin, c'est un pont, bien sûr, on peut le traverser, alors pas en voiture, hein, on peut le traverser à pied, ou à vélo. La circulation automobile y est interdite, heureusement, parce que de toute façon, les voitures ne pourraient pas se croiser et le monument finirait par s'écrouler. Il a été construit à l'époque romaine, au 1er siècle de notre ère, donc chronologiquement, entre la maison carrée
et les arènes de Nîmes. Hein, la construction du pont du Gard se situe à peu près à ce niveau-là. Et le pont du Gard, c'est un aqueduc. C'est-à-dire que c'est une sorte de, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, une sorte de conduite, une sorte, non pas de tout à l'égout, mais de tout en eau. C'est-à-dire que le pont du Gard est un toboggan à eau qui capte l'eau d'une rivière, l'Uzès, qui se trouve au nord-est de Nîmes, à plusieurs kilomètres de Nîmes, et qui va amener l'eau jusqu'à Nîmes, jusqu'au cœur de la ville de Nîmes, de la même manière que plusieurs aqueducs apportent de l'eau aux millions d'habitants de Rome à l'époque, et ça veut dire que les Romains avaient l'eau. Alors, l'eau courante, c'est peut-être beaucoup dire, hein, il n'y avait l'eau véritablement courante que chez les plus riches qui avaient les moyens de faire installer des canalisations privées pour avoir l'eau directement chez eux, mais sinon, l'eau parvenait par l'aqueduc du pont du Gard jusqu'à des fontaines publiques, et là, on n'avait plus qu'à envoyer les esclaves chercher l'eau à la fontaine, et donc ce pont du Gard est le témoin du génie des Romains qui ont joué avec les pentes pour pouvoir amener l'eau sur des kilomètres. Je ne me rappelle plus exactement, mais je vais vous retrouver ça sur plusieurs dizaines de kilomètres si mes souvenirs sont bons. Et ce pont du Gard est remarquablement conservé, hein. Il est à ce jour le seul exemple de pont antique, de pont aqueduc à 3 étages encore debout. Pour finir cette séance, je me dois d'évoquer l'empereur Caracalla, dont vous pouvez admirer le buste en marbre sur cette diapo. Alors oui, ce personnage a l'air un peu farouche, hein, il n'a pas l'air bien rassurant, mais l'empereur Caracalla a laissé une trace dans l'histoire de l'Empire romain et de l'humanité, avec un texte qui est avec une décision qu'on appelle un édit, c'est-à-dire, allez, pour faire simple, une loi décidée par l'empereur Caracalla en personne, donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'édit de Caracalla, et qui en 212, hein, il n'a pas régné très longtemps, Caracalla il a régné qu'une demi-douzaine d'années, mais il a eu le temps de prendre ces décisions qui portent son nom et qui accordent le statut de citoyen romain à tous les habitants pérégrins, c'est-à-dire tous les habitants libres, donc ça ne concerne pas les esclaves, ça ne concerne pas non plus les femmes et les enfants, mais tous les hommes libres vivant dans les provinces de l'Empire romain, je sais pas moi, les Africains, les Grecs, les Espagnols, les Gaulois, tous ces gens-là qui vivaient comme des Romains, qui se sentaient comme des Romains, mais qui n'avaient pas le statut de citoyen romain, et donc pas les droits et les devoirs qui sont accordés, attachés à cette citoyenneté romaine, eh bien, grâce à Caracalla et à son édit de 212, leur rêve se réalise, ils deviennent des citoyens romains. Et donc c'est un grand jour pour les habitants de Némosus, comme pour tous les autres habitants de toutes les villes de l'Empire romain, qui se considèrent maintenant comme des égaux des habitants de Rome. Voilà, pour en finir avec cette riche séance consacrée à la romanisation de l'Empire à travers l'exemple de Némosus, c'est-à-dire la ville de Nîmes aujourd'hui, eh bien je vous propose la deuxième partie de la trace écrite de la leçon que je vous invite à prendre le temps de découvrir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance consacrée à l'Empire romain et aux premiers chrétiens.